Ma femme pensait être maligne. Pendant 3 semaines, elle s'était faufilée, aidant, disait-elle, une collègue de travail à chercher un appartement et lui donnant des conseils de décoration. Des SMS tard le soir, des virées le week-end chez Target et HomeGood, des conversations téléphoniques à voix basse qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans la pièce. Les signaux d'alarme étaient là, mais je lui faisais confiance. 15 ans de mariage lui avaient valu ce bénéfice du doute, jusqu'à mardi dernier, lorsque son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche. L'aperçu du message a illuminé l'écran, merci pour la recommandation de lampe. Mon appartement commence à ressembler à un foyer grâce à toi. Hâte de te montrer le résultat. De la part de quelqu'un. Eh bien, disons que ce n'était pas une amie dont j'avais déjà entendu parler. C'était lui, l'ex-petit ami de l'université. Celui qui lui avait brisé le cœur il y a 20 ans, avant que nous nous rencontrions. Je suis resté assis là, à fixer ce message, mon café refroidissant tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Les virées shopping du week-end n'étaient pas avec une collègue. Les conseils de décoration n'étaient pas innocents. Ce type avait déménagé dans notre ville, et d'une manière ou d'une autre, elle était devenue sa consultante personnelle en design d'intérieur. Quand elle est descendue, les cheveux encore humides, tendant la main vers son téléphone avec ce sourire décontracté qu'elle affichait depuis des semaines, j'étais prêt. Alors, parle-moi de ta nouvelle amie, ai-je dit, en faisant glisser son téléphone sur le comptoir. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Puis elle a tenté la voix défensive. Ce n'est pas ce que tu penses, vraiment, parce que ce que je pense, c'est que ton ex-petite amie a déménagé en ville et, au lieu de le dire à ton mari, tu as joué à la petite maison, avec lui pendant 3 semaines. J'étais juste en train de l'aider à s'installer. C'est tout, derrière mon dos. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Sa voix a monté en flèche. Ce ton qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle était prise. Tu es paranoïaque et contrôlant. Contrôlant. C'est le comble. Venant de quelqu'un qui avait mené une double vie pendant la majeure partie du mois. Depuis combien de temps est-il en ville? Est-ce que ça compte? Ça compte parce que ma femme m'a menti. Ça compte parce que tu te cachais. Ça compte parce que tu pensais que j'étais trop stupide pour comprendre. Elle a croisé les bras. En mode défensif total. Écoute, il avait besoin d'aide. Il ne connaît personne ici. J'étais juste une personne décente. Une personne décente l'aurait mentionné à son mari pour que je puisse gérer ta jalousie et ton insécurité. Voilà. L'accusation conçue pour me faire reculer, pour me faire sentir comme la personne déraisonnable. Manipulation classique. Faire passer la victime pour le problème. J'ai posé ma tasse délicatement. Tu veux parler d'insécurité? Parlons d'une femme qui ne peut pas dire non à son ex-petit ami quand il vient rôder autour de son mariage. Ce n'est pas, il n'était pas quoi? Utiliser le plus vieux stratagème du monde. Aide-moi à décorer mon appartement. Je suis tellement perdu sans la touche d'une femme. J'ai secoué la tête. Et tu es tombé dans le panneau. Ou peut-être que tu voulais tomber dans le panneau. Sa mâchoire s'est serrée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais assez. Je sais que tu as menti. Je sais que tu as choisi de l'aider au lieu d'être honnête avec moi. Je sais que tu te tiens là, à essayer de me faire passer pour un fou parce que je ne veux pas que ma femme joue à la petite maison, avec son ex. Je ne joue à la petite maison avec personne. Non. Alors pourquoi tout ce secret? Pourquoi les mensonges sur les « virées entre filles » chez Target? Pourquoi l'histoire de la fausse amie? Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Pas de bonne réponse à cela. Parce que tu savais que c'était mal, ai-je poursuivi. Tu savais exactement à quel point c'était inapproprié, et tu l'as fait quand même. Puis tu as menti à ce sujet. Pendant des semaines, le silence s'est étiré entre nous. Je la voyais réfléchir à toute vitesse, essayant de trouver un angle, un moyen de retourner la situation contre moi. Mais la preuve était là, sur son téléphone. C'est juste un ami, a-t-elle dit finalement, sa voix plus petite maintenant. Les amis n'exigent pas de mensonges, chérie. Les amis n'exigent pas d'histoire de couverture. Les amis ne te font pas te cacher derrière le dos de ton mari. Je me suis levé, mais les ex-petits amis aux arrière-pensées. Eux exigent tout cela et plus encore. Elle m'a fixé et un instant j'ai pensé qu'elle allait peut-être avouer.
Peut-être qu'elle admettrait ce que c'était vraiment et que nous pourrions y faire face. Au lieu de cela, elle a persisté. Tu exagères tout. C'est innocent. Tu agis comme si j'avais une liaison. Les liaisons émotionnelles commencent exactement comme ça, avec des mensonges, des rencontres secrètes, en choisissant quelqu'un d'autre plutôt que son conjoint. Je n'ai choisi personne d'autre que toi. Vraiment? Quand tu as décidé de l'aider au lieu d'être honnête avec moi, qu'était-ce? Quand tu m'as menti au visage pendant 3 semaines, qu'était-ce? Son téléphone a vibré de nouveau. Un autre message de lui. Elle l'a attrapé rapidement, mais pas avant que je ne voie l'émoji cœur à la fin de ce qu'il avait envoyé. Émoji cœur à ma femme. De la part de son ex-petite amie. J'ai presque ri de l'absurdité de la situation. Presque. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte. Il t'a parfaitement manipulé. Le numéro du gars impuissant, ayant besoin de conseils sur les rideaux et les tables basses, te faisant te sentir utile et spécial. Et tu as tout gobé. Où vas-tu? Au travail. Pour réfléchir. Pour savoir à qui je suis marié. Ne sois pas dramatique. Dramatique? Ma femme m'a menti, a aidé son ex-petite amie à s'installer, et accepte des émojis cœur de sa part. Mais c'est moi qui suis dramatique. Je l'ai laissé debout dans la cuisine, téléphone en main, voyant enfin ses mensonges pour ce qu'ils étaient. Mais en allant au travail, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Que quel que soit le jeu qu'il jouait, quoi qu'il veuille vraiment, elle était sur le point de le découvrir. Et moi aussi. La question n'était pas de savoir si elle le choisirait lui plutôt que moi. La question était de savoir si je serais encore là quand elle essaierait de revenir. Les jours suivants ont été tendus. Elle était devenue plus silencieuse, plus défensive. Chaque conversation ressemblait à marcher sur un champ de mine. Mais au lieu de reculer ou de couper tout contact avec lui, elle a persisté dans son histoire, affirmant que tout était innocent. Jeudi soir, 3 jours avant notre deuxième voyage de noces à Napa Valley que nous avions planifié depuis des mois, elle l'a de nouveau mentionné. Il m'a invité à voir comment l'appartement a tourné, a-t-elle dit en chargeant le lave-vaisselle. Casual, comme si elle parlait de la météo. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Excuse-moi. Il veut me montrer comment tout est arrangé avec tous les meubles en place. Tu sais, voir si les conseils que je lui ai donnés ont fonctionné. L'audace était à couper le souffle. Et tu me dis ça parce que je ne veux pas que tu le découvres et que tu en fasses quelque chose que ce n'est pas, d'accord? Parce que visiter l'appartement de ton ex-petite amie seule est un comportement totalement normal pour une personne mariée. Elle a claqué une assiette dans le lave-vaisselle. Tu vois, c'est exactement pourquoi je ne voulais pas t'en parler au départ. Tu fais tout paraître sale et suspect. C'est suspect. Ton ex-petite amie ne veut pas te montrer ses coussins décoratifs. Il veut t'avoir seul dans son appartement. Tu ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. Je connais les hommes et je sais ce que c'est. Elle s'est tournée vers moi, les mains sur les hanches. Qu'est-ce que c'est alors? Puisque tu en es si sûr. C'est lui qui teste les limites. Voyant jusqu'où il peut aller avant que tu dises non, voyant combien de contrôle il peut reprendre sur toi. Contrôle? C'est ridicule. Vraiment? Il arrive dans ta ville après 20 ans. Soudain, il a besoin d'aide pour tout, de trouver une épicerie à choisir des rideaux. Il ne peut pas gérer sa vie d'adulte sans que tu lui tiennes la main. J'ai fermé l'ordinateur portable. Et maintenant, il a besoin que tu viennes valider ses talents de décorateur en personne. Très subtil. Peut-être qu'il apprécie juste mon opinion. Ton opinion sur quoi? À quel point sa chambre est belle? Son visage est devenu rouge. C'est dégoûtant. C'est la réalité. Tu penses qu'il se soucie de tes pensées sur l'agencement de sa table basse. Il prépare la scène pour quelque chose de tout autre. Tu es paranoïaque et tu es naïve. Je me suis levé, mais vas-y, va voir son appartement. Vois comment ça se passe pour toi. Peut-être que je le ferai. Le défi dans sa voix m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'agissait plus d'aider un ami. Il s'agissait de me prouver quelque chose, de me montrer qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Vendredi est passé. Elle n'a pas mentionné la visite de l'appartement,
mais elle était constamment sur son téléphone, envoyant des messages, riant aux messages, avec ce petit sourire qu'elle me donnait autrefois. Samedi matin, 2 jours avant notre vol pour la Californie, je l'ai trouvée dans la chambre en train de faire ses valises. « Tu te prépares pour Napa ?» ai-je demandé. Entre autres choses, elle a plié une robe que je n'avais jamais vue. Noire, moulante, certainement pas quelque chose qu'elle porterait pour une dégustation de vin avec son mari. Jolie robe, neuve. Je l'ai achetée hier pour notre voyage. Elle a haussé les épaules. C'est polyvalent. Polyvalent, n'est-ce pas? Le genre de robe que tu portes quand tu veux faire impression. Le genre de robe que tu ne portes pas dans les vignobles avec ton mari. Dimanche soir, elle était plus silencieuse que d'habitude au dîner. Distraite, elle vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Bien. Tu as l'air ailleurs. » Elle a posé sa fourchette. « Puis-je te demander quelque chose ? » Bien sûr. Si tu avais des affaires inachevées avec quelqu'un de ton passé, ne voudrais-tu pas une conclusion ? La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Quel genre d'affaires inachevées ? Juste des choses qui n'ont jamais été résolues. Des sentiments qui n'ont jamais été correctement gérés, ton ex ? Hypothétiquement, il n'y a rien d'hypothétique dans cette conversation. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Qu'est-ce que tu me demandes vraiment ? Elle a pris une inspiration. Et si je te disais que j'avais besoin d'une nuit pour clore ce chapitre complètement ? Juste une nuit pour mettre le passé au repos afin que je puisse avancer avec toi. Les mots ont plané dans l'air comme de la fumée. Une nuit pour clore un chapitre avec son ex-petite amie. Je l'ai fixé à travers la table. Tu es sérieuse là ? J'essaie d'être honnête avec toi. Tu essaies d'obtenir la permission de me tromper. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il ? Explique-moi ce que signifie « une nuit pour clore ce chapitre ». Elle a tripoté sa serviette. Ça signifie mettre le passé à sa place. Gérer des sentiments qui n'ont jamais été résolus en couchant avec lui. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu à le faire. Qu'est-ce qu'une nuit pourrait signifier d'autre ? Tu vas jouer au Monopoly et discuter de tes sentiments ? Tu exagères la situation. Je la prends exactement telle qu'elle est. Se racle la gorge, ma femme veut passer la nuit avec son ex-petite amie pour obtenir une conclusion. 2 jours avant notre deuxième voyage de noces. J'ai secoué la tête. Le timing seul est insultant. Le voyage sera meilleur si je peux mettre ça derrière moi d'abord. Le voyage. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu penses qu'il y aura encore un voyage après cette conversation ? Ne sois pas dramatique. Dramatique ? Tu viens de demander à ton mari la permission de le tromper, mais c'est moi qui suis dramatique. Elle s'est levée brusquement. Je savais que tu ne comprendrais pas. Oh, je comprends parfaitement. Ton ex-petite amie t'a travaillé pendant des semaines. L'acte serviable, la routine de la personne en détresse, les émojis cœur, et ça a marché. Maintenant tu es convaincu que tu as besoin de clore ce chapitre avec lui. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Et tu sais ce qui est vraiment pathétique ? Tu penses vraiment que je vais rester assis là à attendre pendant que tu vas régler tes affaires inachevées ? Elle s'est tournée vers les escaliers. Je vais me coucher. Oui, fais ça. Et pendant que tu seras allongé là à penser à ta nuit de conclusion, pense à ça. La femme qui a besoin de tromper son mari pour se remettre de son ex-petite amie n'était jamais remise de lui au départ. Elle s'est arrêtée au bas des escaliers mais ne s'est pas retournée. Et le mari à qui on pose cette question, il a déjà sa réponse sur le genre de mariage dans lequel il se trouve réellement. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, entendu la porte de la chambre se fermer. Je suis resté assis dans la salle à manger, à regarder les restes de ce qui venait de devenir notre dernier dîner en tant que couple marié. Elle avait franchi toutes les lignes possibles. Les mensonges, les rencontres secrètes, la liaison émotionnelle, et maintenant elle voulait ma bénédiction pour finir ce qu'ils avaient commencé. Le plus drôle, c'est qu'elle pensait être honnête en le demandant, comme si demander la permission de détruire notre mariage le rendait en quelque sorte noble. Mais elle m'avait déjà donné ma réponse. Pas à sa question, mais à la mienne. La question que je me posais depuis que j'avais trouvé ces messages. Quel genre de femme étais-je vraiment marié ?
Maintenant je savais. Et plus important encore, je savais ce que j'allais faire à ce sujet. Lundi matin, elle est partie travailler sans dire au revoir. Je l'ai entendue s'agiter à l'étage en se préparant, mais elle a évité la cuisine où je prenais mon café. Très bien. Nous n'avions de toute façon plus rien à discuter. Dès que sa voiture a quitté l'allée, je me suis mis au travail. Premier appel à l'agence de voyage. J'ai besoin d'annuler un voyage à Napa Valley aujourd'hui. Monsieur, avec moins de 24 heures de préavis, vous perdrez la totalité du coût. Je comprends. Annuler. Les 2 chambres. Les 2 chambres. Les visites de vignobles. Les réservations de restaurants. Tout. L'agent a semblé confuse mais a traité l'annulation. 2300 $ partis en fumée, mais de l'argent bien dépensé compte tenu de ce que j'achetais, ma liberté. Deuxième appel à ma banque. J'ai besoin de parler à quelqu'un pour fermer des comptes joints. Votre conjoint est-il au courant de cette décision, monsieur? Elle le sera. J'ai conduit à l'agence principale et passé 2 heures à transférer de l'argent, à fermer des comptes et à lui retirer l'accès à tout ce que nous avions construit ensemble. Le compte courant, le compte d'épargne, les cartes de crédit dont j'étais le titulaire principal. Elle se réveillerait demain financièrement coupée de moi. Troisième appel, le plus difficile. Mon beau-frère, qui était aussi le meilleur avocat en divorce de l'État. C'est une surprise, a-t-il dit quand je suis entré dans son bureau. S'il te plaît, dis-moi que tu es là pour une affaire professionnelle. J'aimerais que ce soit le cas. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout raconté. Les mensonges, les rencontres secrètes, la liaison émotionnelle, et enfin sa demande d'une nuit pour clore le chapitre avec son ex. Il s'est calé dans son fauteuil en cuir, réfléchissant. Elle t'a vraiment demandé la permission? Elle pensait être honnête. Elle était calculatrice, elle testait pour voir si tu accepterais. Si tu disais oui, elle aurait ta bénédiction. Si tu disais non, elle le ferait quand même et prétendrait que tu es contrôlant. Dans tous les cas, elle gagne. Dans sa tête, oui. Mais légalement, elle t'a tout donné sur un plateau. Il a ouvert un tiroir. L'adultère n'a peut-être plus le même poids qu'avant, mais les liaisons émotionnelles et les demandes de rencontres sexuelles avec des tiers, c'est toujours puissant au tribunal. J'ai signé des papiers pendant l'heure suivante. Requête en dissolution de mariage, déclaration financière, demande de partage des biens, tout ce qu'il fallait pour mettre fin à 15 ans de mariage aussi rapidement et proprement que possible. À quelle vitesse cela peut-il aller, ai-je demandé. Avec son comportement et ta documentation, vite. Surtout si elle ne conteste pas, elle contestera. Alors nous serons prêts. À 15 heures, j'avais accompli plus que la plupart des gens en une semaine de crise conjugale. Le voyage était annulé. L'argent était sécurisé. Le divorce était déposé. Il ne restait plus qu'à passer à l'exécution. Je me suis arrêté dans un magasin de téléphonie et j'ai pris un nouveau numéro. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire ses valises. Pas avec colère, pas par vengeance, juste méthodiquement. Ses vêtements, ses livres, ses objets personnels. Tout ce qui lui appartenait est allé dans des cartons. Je voulais qu'elle parte, mais je n'allais pas être accusé de jeter ses affaires dans la rue. L'objet le plus important est allé en dernier. Une lettre que j'avais passé 1 heure à écrire. Claire, directe et finale. Pas d'émotion, pas de colère, juste des faits et des conséquences. Quand j'ai eu fini, le salon ressemblait à un garde-meuble. 15 cartons d'un mariage prêt à être récupéré. J'ai commandé le dîner à ce steakhouse du centre-ville, le restaurant cher qu'elle disait toujours qu'on ne pouvait pas se permettre un lundi soir ordinaire. Ce soir ressemblait à une célébration. Je célébrais la fin d'être traité avec irrespect dans ma propre maison. Elle est rentrée vers 18h30, comme d'habitude. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, entendu ses clés à la porte d'entrée, puis le silence. C'est quoi tout ça, a-t-elle appelé depuis le salon. J'ai fini mon steak, me suis essuyé la bouche et suis allé la retrouver. Elle se tenait parmi les cartons, l'air confus et légèrement paniqué. Tes affaires, ai-je dit simplement. Mes affaires? Qu'est-ce que tu veux dire, mes affaires? Je lui ai tendu l'enveloppe avec son nom dessus. Tout ce que tu as besoin de savoir est dedans. Elle l'a déchiré, ses yeux parcourant la page.
Je l'ai regardé changer de visage en lisant, de la confusion à l'incrédulité, au choc, à la panique. Tu as annulé notre voyage. Oui. Tu as fermé nos comptes bancaires. Ceux dont j'étais le titulaire principal. Oui. Tu as demandé le divorce ce matin. Elle a levé les yeux de la lettre, le visage pâle. Tu es fou? Pour une seule conversation? Pour 3 semaines de mensonges. Pour une liaison émotionnelle. Pour toi qui me demandes la permission de me tromper. Je n'ai pas demandé la permission de te tromper. Tu as demandé une nuit avec ton ex pour clore un chapitre. Qu'est-ce que tu pensais que cela signifiait exactement? Je pensais que nous pourrions surmonter ça. Nous aurions pu il y a 3 semaines quand tu as commencé à me mentir. Nous aurions pu quand tu as commencé à te cacher avec lui. Nous aurions pu hier matin avant que tu ne me demandes de te laisser coucher avec lui. J'ai fait un geste vers les cartons, mais plus maintenant. Tu gâches 15 ans pour un malentendu. Je mets fin à 15 ans parce que tu as choisi un autre homme plutôt que ton mariage. Tu as choisi les mensonges plutôt que l'honnêteté. Tu l'as choisi lui plutôt que moi. Ce n'est pas un malentendu. Ce sont les conséquences. Elle a commencé à pleurer. Les larmes qui étaient censées me faire sentir coupable, me faire reconsidérer, me faire être la personne raisonnable qui cède. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle murmuré. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas, car pour arranger ça, il faudrait que tu admettes que ce que tu as fait était mal, et tu ne peux pas le faire. Même maintenant, tu appelles ça un malentendu. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de le rencontrer en secret. Tu as choisi de l'aider plutôt que d'être honnête avec moi. Tu as choisi de demander une nuit avec lui au lieu de travailler sur notre mariage. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je choisis juste de réagir. Où vas-tu? Au lit. Tu peux dormir dans la chambre d'amis ce soir ou tu peux aller chez lui. Franchement, ça m'est égal. S'il te plaît, a-t-elle appelé derrière moi? Ne pouvons-nous pas au moins en parler? Je me suis arrêté à mi-chemin des escaliers. Nous avons parlé hier soir au dîner. Tu m'as dit exactement où je me situe dans tes priorités. Tu m'as dit exactement ce que notre mariage signifie pour toi. Tu m'as dit exactement ce que tu es prête à lui faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu pensais juste que j'accepterais. J'ai continué à monter les escaliers. Tu pensais mal. Je l'ai entendu pleurer dans le salon, entouré des cartons de sa vie avec moi. Une partie de moi l'a presque plainte. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu des mensonges, des cachotteries, des émojis cœurs, de la demande d'une nuit pour clore un chapitre qui aurait dû être clos il y a 20 ans. Elle avait fait son choix quand elle avait décidé de le prioriser lui plutôt que moi. Je faisais juste le mien en refusant d'être son plan de secours pendant qu'elle faisait le point sur ses sentiments pour un autre homme. Demain apporterait plus de larmes, plus de supplications, plus de promesses de changer. Mais ce soir, pour la première fois depuis des semaines, j'allais dormir paisiblement parce que je savais enfin exactement à quoi j'avais affaire. Et plus important encore, je savais exactement de quoi j'en avais fini de m'occuper. Mardi matin, elle était partie avant que je me réveille. Les cartons étaient toujours dans le salon, intacts. Elle avait dormi dans la chambre d'amis et était partie sans un mot. Parfait. Cela a rendu ce qui a suivi beaucoup plus facile. J'ai pris un jour de congé et l'ai passé à régler les détails. J'ai changé les serrures, mis à jour les bénéficiaires d'assurance, retiré son accès à tout ce qui comptait. À midi, elle était officiellement coupée de la vie que nous avions construite ensemble. Vers 14 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Son numéro, je n'ai pas répondu. Elle a appelé 6 fois de plus au cours de l'heure suivante. Puis les SMS ont commencé. Il faut qu'on parle. C'est fou. Réponds à ton téléphone. Tu ne peux pas juste me couper de tout. Chaque message confirmait ce que je savais déjà. Elle avait essayé d'utiliser une des cartes et avait découvert sa nouvelle réalité. Bien. Qu'elle comprenne ce que les conséquences ressentaient réellement. Les appels et les SMS ont continué tout l'après-midi. J'ai ignoré chacun d'eux. Vers 17 heures, elle a essayé d'appeler d'un autre numéro. Quelqu'un de son bureau probablement. J'ai également refusé celui-là.
En soirée, les messages avaient changé de ton. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis désolé. Arrangeons ça. Trop peu, trop tard. Elle n'était désolée que parce que son filet de sécurité avait disparu. Désolée parce que son plan de secours ne fonctionnait pas comme elle l'avait espéré. Mercredi matin a apporté un nouveau développement. Elle avait apparemment passé la nuit ailleurs car la chambre d'amis était vide et les cartons restaient intacts. Vers 10 heures, mon voisin m'a envoyé un SMS. Ta femme est assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue depuis 1 heure. Je pensais que tu devais savoir. J'ai regardé par la fenêtre. Elle était là, garée sous le chêne, fixant la maison, attendant que je sorte et engage le débat. Pour lui donner la confrontation dont elle avait besoin pour que cela devienne d'une manière ou d'une autre ma faute. J'ai fait du café et j'ai continué ma journée, l'ignorant complètement. Elle est restée là jusqu'à midi, puis est finalement partie. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Cette fois, j'ai répondu. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit immédiatement. Non, il ne faut pas, tu ne peux pas juste gâcher 15 ans sans une conversation. La conversation a eu lieu dimanche soir quand tu as demandé la permission de coucher avec ton ex-petite amie. Tout ce qui s'est passé depuis n'a été que des conséquences. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Alors qu'est-ce que tu as demandé? Explique-moi ce que, une nuit pour clore ce chapitre, signifie si ça ne signifie pas ce que je pense que ça signifie. Silence. C'est ce que je pensais. Tu ne peux pas l'expliquer parce que nous savons tous les deux exactement ce que tu demandais. Ce n'était pas une question de sexe, a-t-elle dit doucement. Il s'agissait de tout, de le choisir lui plutôt que moi. De prioriser tes sentiments pour un autre homme plutôt que ton mariage. De demander à ton mari de s'effacer pendant que tu réglerais tes affaires inachevées avec l'homme que tu n'avais jamais oublié. Tu déformes tout. Je vois tout clairement pour la première fois depuis des semaines, peut-être des années. Où suis-je censé aller? Tu m'as coupé de tout. Tu aurais dû y penser avant de décider de trahir ton mariage. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Jeudi soir, elle a haussé le ton. Je suis rentré du travail pour trouver sa voiture dans l'allée et elle assise sur le perron. Elle m'avait attendu. Les serrures sont changées, a-t-elle dit alors que je sortais de ma voiture. Oui, elles le sont. J'habite ici aussi. Tu habitais ici. Passé. Tu as fait d'autres plans, tu te souviens? Une nuit pour clore un chapitre. Eh bien, considère notre chapitre comme clos. Je ne suis jamais allé le voir. J'ai arrêté de marcher vers la porte. Quoi? Je ne suis jamais allé à son appartement. Je n'ai jamais eu ma nuit de conclusion. J'ai réfléchi à ce que tu as dit et tu as raison. C'était inapproprié. Alors, tu admets que j'avais raison sur ce que tu demandais vraiment? Elle a baissé les yeux. Peut-être. Peut-être. Soit tu demandais la permission de me tromper, soit tu ne la demandais pas. Qu'est-ce que c'est? J'étais confuse. J'ai fait une erreur. Tu as pris une série de décisions calculées. Tu as menti pendant des semaines. Tu l'as choisi lui plutôt que moi à plusieurs reprises. Tu as demandé la permission de trahir notre mariage. Rien de tout cela n'était de la confusion. C'était un choix. Mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Parce que je ne t'ai pas donné la permission. Pas parce que tu as réalisé que c'était mal. Je suis passé devant elle pour aller à la porte d'entrée. Tu n'es là que parce que ton plan n'a pas fonctionné. Ce n'est pas vrai. Je me suis retourné pour lui faire face. Si j'avais dit oui dimanche soir, où aurais-tu été mardi soir? Elle n'a pas pu répondre. Exactement. Tu n'es pas désolé d'avoir demandé. Tu es désolé que j'ai dit non. Tu n'es pas désolé d'avoir trahi notre mariage. Tu es désolé d'avoir été prise. Tu n'es pas là parce que tu m'as choisi. Tu es là parce qu'il n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. S'il te plaît, a-t-elle dit, et le désespoir dans sa voix était presque pathétique. Laisse-moi rentrer à la maison. Travaillons sur ça. À la maison. Tu as renoncé à ta maison quand tu as choisi un autre homme. Tu as renoncé à ton mariage quand tu as demandé la permission de me tromper. Tu as renoncé à tout quand tu as décidé que je n'étais pas assez pour toi. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas assez.
Tu n'as pas eu à le dire. Tu me l'as montré à chaque mensonge, à chaque rencontre secrète, à chaque émoji cœur que tu as accepté de lui. Tu m'as montré exactement où je me situais dans tes priorités. J'ai déverrouillé la porte et suis entré. Elle a essayé de suivre, mais je lui ai bloqué le passage. Les papiers sont déposés. Les comptes sont fermés. Tes affaires sont dans des cartons dans le salon. Tu pourras les récupérer quand je serai au travail demain. Et notre thérapie de couple? Et si on essayait de sauver ça? Sauver quoi? Un mariage où ma femme me ment et demande la permission de coucher avec d'autres hommes. Il n'y a plus rien à sauver. Elle a recommencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles de manipulation du début de la semaine. Elle comprenait enfin que cela se passait vraiment, que ses actions avaient des conséquences dont elle ne pouvait pas se sortir par des mots. « Je t'aime », a-t-elle murmuré. « Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je te fournissais. Tu aimes la vie que nous avons construite. Tu aimes avoir un plan de secours pendant que tu explorais tes sentiments pour lui. » J'ai commencé à fermer la porte. « Mais tu ne m'aimes pas parce que les femmes qui aiment leur mari ne demandent pas la permission de les tromper. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as choisi ça. Au moment où tu as décidé qu'il était plus important que l'honnêteté envers moi, tu as choisi ça. Au moment où tu as demandé ta nuit de conclusion, tu as choisi ça. Je l'ai regardé une dernière fois. Tu pensais juste que tu pouvais le choisir et me garder aussi. Tu avais tort. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Elle est restée sur le porche pendant 1 heure de plus, pleurant et frappant occasionnellement. J'ai monté le volume de la télévision et tout ignoré. Vendredi matin, elle était partie. Les cartons aussi. Elle avait pris ses affaires et était partie comme je le lui avais dit. Pour la première fois depuis des semaines, la maison était paisible. Pas de mensonges, pas de drame, pas de marche sur des œufs autour de quelqu'un qui préférait être ailleurs. Juste le silence, un silence propre et honnête. Et cela ressemblait à de la liberté. Le week-end a apporté un autre genre de chaos. Elle avait réalisé que récupérer ses affaires ne signifiait pas récupérer sa vie. Samedi matin, mon téléphone a commencé à sonner avec des numéros que je ne reconnaissais pas. D'abord, elle a essayé de passer par ma sœur. Elle est vraiment désolée, a dit ma sœur quand elle a appelé. Elle a fait une erreur, mais elle t'aime. Elle t'a dit quelle était l'erreur? Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos d'un vieil ami. Un vieil ami? Elle m'a demandé la permission de coucher avec son ex-petite ami 2 jours avant notre 2e voyage de noces. La ligne est devenue silencieuse. Elle quoi? Elle m'a menti pendant des semaines en prétendant l'aider, puis elle a demandé une nuit pour clore ce chapitre avec lui. Ma sœur n'a jamais rappelé pour la défendre après cette conversation. Ensuite, elle a essayé mes parents. Même histoire, même résultat. Une fois qu'ils ont su ce qui s'était réellement passé, les appels ont cessé. Lundi, elle est passée à l'étape suivante en se présentant à mon travail. Je quittais le bureau vers 18h quand je l'ai vue dans le parking. « Tu ne peux pas m'éviter éternellement », a-t-elle dit. « Je ne t'évite pas. Je t'ignore. Il y a une différence. Nous sommes toujours mariés. Pas pour longtemps. » Elle avait l'air terrible. Épuisée, stressée, comme si elle n'avait pas dormi. Bien. Je sais que j'ai fait une bêtise, mais nous pouvons arranger ça si tu me donnes une chance. Arranger quoi exactement? Tes mensonges? Ta liaison émotionnelle? Ta demande de me tromper? Je n'ai jamais trompé. Parce que je ne t'ai pas laissé faire. Pas parce que tu ne voulais pas. Tu as raison. J'étais égoïste et stupide, et j'ai failli gâcher la meilleure chose de ma vie pour quelque chose qui ne signifiait rien. Ne signifiait rien? Alors pourquoi avais-tu besoin d'une nuit pour clore ce chapitre? Elle a baissé les yeux. Parce que j'étais une idiote. Non, parce qu'il signifiait quelque chose. Il signifiait assez pour que tu me mentes. Il signifiait assez pour que tu risques notre mariage. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de réparer ça. Tu as eu 15 ans de chance. Tu as eu 3 semaines de chance pour me dire la vérité. Tu as fait ton choix à chaque fois. Je suis monté dans mon camion, mais elle a attrapé la porte. Et si je te disais qu'il ne signifiait rien?
Et si je te disais que ce n'était que de l'attention et de la validation? Alors je dirais que tu as gâché ton mariage pour de l'attention et de la validation. Ça ne rend pas les choses meilleures. Ça les rend pires. J'ai démarré et les laissé dans le parking. Mardi a apporté un nouveau plus bas. Elle s'est présentée à ma salle de sport, attendant à la réception. C'est du harcèlement, ai-je dit en passant devant elle. Je me bats pour mon mariage. Ton mariage a pris fin quand tu as demandé la permission de me tromper. Elle m'a suivi jusqu'au parking. Et la thérapie de couple? Thérapie de couple pourquoi? Tu veux travailler sur tes sentiments pour un autre homme? Je veux travailler sur nos problèmes. Je n'ai pas de problème. J'avais une femme qui a choisi un autre homme plutôt que moi. Passé. Problème résolu. Tu es cruel. Je suis honnête. Quelque chose que tu devrais peut-être essayer un jour. Mercredi, elle a essayé de passer par nos amis communs, racontant une version où elle était la victime de ma jalousie déraisonnable. 3 personnes différentes m'ont appelé ce jour-là. Quand ils ont appris la vérité sur ses mensonges et sa demande d'une nuit avec son ex, ils ont cessé d'appeler pour la défendre. Vendredi après-midi, elle s'est de nouveau présentée chez moi, assise sur le perron. Va-t'en, ai-je dit sans sortir de mon camion. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je m'en fiche. Il ne voulait jamais de moi. Il voulait juste saboter mon mariage. J'ai coupé le moteur. Ça, c'était nouveau. Quand je suis allé chercher mes affaires, je me suis arrêté à son appartement. Il s'est moqué de moi. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de se remettre avec moi. Il a dit qu'il voulait juste voir s'il pouvait nous séparer. Et tu me dis ça parce que tu avais raison sur tout. J'ai tout risqué pour l'attention, pour la validation. Le fait qu'il soit un manipulateur ne change pas ce que tu as fait, mais ça prouve que tu avais raison. Je n'avais pas besoin de preuves. Je savais ce qu'il faisait depuis le premier jour. La question n'a jamais été à son sujet. C'était à propos de toi. De ta volonté de me trahir pour lui. Je le vois maintenant. Tu le vois maintenant parce que ça n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. S'il t'avait voulu, tu me mentirais encore. Elle n'a pas pu contredire car nous savions tous les deux que c'était vrai. Qu'est-ce que je dois faire, a-t-elle demandé doucement. Accepte que c'est fini. Accepte que tes actions ont eu des conséquences. Accepte que tu as détruit quelque chose qui ne peut être réparé. J'ai marché vers la maison et, arrête de te montrer là où je suis. C'est pathétique. Je vais contester ce divorce. Vas-y, conteste. Tu as demandé à ton mari la permission de le tromper. Tu as menti pendant des semaines. Tu as mené une liaison émotionnelle. Je me suis arrêté à la porte. Conteste autant que tu veux. Tu perdras. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. Elle est restée sur le perron pendant 1 heure de plus avant de finalement partir. C'était la dernière fois qu'elle essayait l'approche directe. Son désespoir ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Elle a essayé de le contester brièvement, mais son avocat l'a laissé tomber quand elle n'a pas pu payer ses honoraires. Il s'avère que l'indépendance financière est difficile quand on a brûlé tous ses ponts. J'ai gardé la maison, la plupart de nos biens, et ma tranquillité d'esprit. Elle a eu exactement ce qu'elle avait mérité. Rien. Le jour où j'ai signé les papiers finaux, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Plus de marche sur des œufs. Plus de questions sur ce qu'elle faisait vraiment quand elle prétendait aider des amis. Plus de mariage avec quelqu'un qui me voyait comme un plan de secours. Je me suis jeté dans le travail, j'ai recommencé à aller régulièrement à la salle de sport, j'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. Il s'avère que je menais une vie plus étriquée que je ne l'avais réalisé. Accommoder quelqu'un qui n'appréciait pas ce que je sacrifiais. 6 mois après le divorce, j'étais un homme différent. Confiant, concentré, réellement heureux pour la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. C'est laquelle a tenté son dernier coup. Je quittais mon restaurant préféré un vendredi soir quand je l'ai vu dans le parking. Pas caché cette fois, juste debout près de mon camion, attendant. Tu as bonne mine, a-t-elle dit en m'approchant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste cliqué sur la télécommande pour déverrouiller les portes. J'ai entendu dire que tu avais été promu. Toujours rien de ma part. J'ai fait une erreur,
a-t-elle dit doucement. La plus grande erreur de ma vie. Je l'ai enfin regardé. Quelle erreur? Me mentir, le choisir lui plutôt que moi, demander la permission de me tromper, ou penser que je te reprendrai après? Tout ça. J'ai tout gâché pour quelqu'un qui ne voulait même pas de moi. Non, tu as tout gâché parce que tu le voulais lui. Le fait qu'il ne te veuille pas est sans importance. Je le sais maintenant. Tu le sais maintenant parce que tu es seul et sans argent et que tu réalises ce que tu as réellement perdu. J'ai ouvert la porte du camion. Il y a 6 mois, tu pensais faire un meilleur échange. Maintenant tu sais que non. J'étais stupide. Tu étais égoïste. Il y a une différence. Elle s'est approchée. Et si je te disais que j'ai changé? Et si je te disais que je comprends maintenant ce que j'avais avec toi? Je dirais que tu es en retard d'environ 6 mois. Les gens font des erreurs. Les gens font des choix. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de me trahir. Tu as choisi de demander une nuit avec un autre homme. Je suis monté dans le camion. J'ai choisi d'avoir assez d'estime de moi pour ne pas accepter ça. Alors c'est tout? 15 ans ne signifie rien. 15 ans signifiaient tout pour moi. C'est pourquoi ta trahison fait si mal. C'est pourquoi tes mensonges étaient si dévastateurs. C'est pourquoi je ne te donnerai pas une chance de recommencer. Je ne le ferai jamais. Tu l'as déjà fait. Et tu ne le regrettes que parce que ça n'a pas marché comme tu l'avais prévu. J'ai démarré le moteur. S'il t'avait voulu, tu serais avec lui en ce moment au lieu d'être dans ce parking à supplier ton ex-mari pour une autre chance. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Tu n'es pas revenu parce que tu as réalisé que tu m'aimais. Tu es revenu parce que ton autre option est tombée à l'eau. Elle a commencé à pleurer, mais cette fois les larmes ne m'ont pas ému du tout. J'ai tout perdu, a-t-elle murmuré. Tu as tout gâché. Il y a une différence. S'il te plaît, je te demande de me pardonner. Je t'ai pardonné il y a des mois pour ma propre paix, pas pour la tienne. J'ai mis le camion en marche arrière. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Le pardon ne signifie pas te donner une autre chance de me détruire. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Vis avec tes choix. Apprends d'eux. Sois meilleur dans ta prochaine relation. J'ai reculé de la place de parking et arrête de te montrer là où je suis. Ça fait 6 mois. Passe à autre chose. J'ai démarré et les laissé là. Comprenant enfin que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. 2 ans plus tard, je suis remarié à une femme qui m'a choisi dès le premier jour et continue de me choisir chaque jour. Quelqu'un qui comprend que la loyauté n'est pas conditionnelle, que l'honnêteté n'est pas facultative, et que le mariage signifie renoncer à tous les autres. Mon ex-femme ne s'est jamais remariée. J'entends dire qu'elle est toujours célibataire, essayant toujours de comprendre comment elle est passée de tout à rien. La réponse est simple. Elle a mal choisi. Elle a choisi les mensonges plutôt que la vérité. Elle a choisi l'excitation plutôt que la stabilité. Elle a choisi un autre homme plutôt que son mari. Et j'ai choisi d'être avec quelqu'un qui ne me ferait jamais remettre en question ma valeur ou me demander si j'étais suffisant. Certains appellent ça être dur. J'appelle ça avoir des principes. Parce que les hommes qui connaissent leur valeur n'acceptent pas le manque de respect. Les hommes qui connaissent leur valeur ne rivalisent pas pour l'attention de leur femme. Les hommes qui se respectent ne donnent pas de deuxième chance aux personnes qui leur ont demandé la permission de les trahir. Elle voulait une nuit pour clore un chapitre avec son ex. Je lui ai donné pour toujours pour clore le chapitre de nous. La meilleure décision que j'ai jamais prise.